Alors, il faut le temps que ça charge. Voilà, ça doit pouvoir se faire maintenant. Je vais vous présenter assez rapidement le travail qui a été fait pour développer des arguments rationnels sur tout ce projet d'élagage généralisé des arbres de la forêt. Donc le crack. Donc le crack, juste une petite présentation, le crack est un regroupement pour l'instant informel d'un certain nombre d'opposants, à cette opération d'élagage assez critiquable. Et donc, moi en tant que plus ou moins spécialiste des arbres, tu prends un peu de là pour passer les dépôts. Je vais simplement les faire dérouler avec la roulette. Nous avons eu l'idée il n'y a pas très longtemps, puisque c'était lundi dernier, on a fait une réunion. Jérôme Butin nous a donné un exemple de gens qui avaient utilisé les mêmes modes de communication que la chose qui était contestée. Et puis bon, cette idée a germé dans ma tête la nuit, et je me suis dit, mais voilà ce qu'il faut faire. On prend le guide de l'élagage qui a été publié par le conseil départemental et on va proposer l'autre guide qui est une autre vision du problème en essayant de donner des arguments rationnels, raisonnables, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend un peu cette forme un peu gaguesque. Est-ce que ça dérange qu'on rallume la lumière centrale? Ah non, mais on peut, je ne sais pas comment il faut faire. Il y a quelqu'un qui a réussi à l'éteindre tout à l'heure, à la rallumer. C'est la clé. Si ça ne dérange pas pour La clé? Oui. Voilà, c'est bon? Oui, parce que ça C'est permet parfait. de prendre- Donc, on a conçu ce contre-guide, l'autre guide. Donc, avec un sommaire un peu, il y a beaucoup plus de contenu, et on essaie d'aller au fond des choses en ce qui concerne les techniques d'élagage, en ce qui concerne. Alors, tu peux essayer de passer le PowerPoint. Il y a un PowerPoint aussi sur le fichier. Ça, c'est le PDF de la souris. Non, la souris, il faut utiliser là sur le fond. Le supporte comme noir. Oui, donc, vous voyez, on a pris franchement des visuels qui ressemblent. C'est pour ceux qui connaissent. Mais là, tu peux laisser, c'est bon. Tu déroules avec la roulette, pour faire monter les diapos. Ou alors, est-ce qu'on a la possibilité d'afficher deux pages en même temps, côte à côte? Oui. Ce serait le meilleur, parce que c'est conçu un peu comme ça. Donc, c'est un guide donc, qui va être mis en ligne, donc, qui est accessible, qui va être accessible en ligne. On vous donnera dans la réunion la façon de les voir. C'est un guide qu'on pourra aussi diffuser en sous forme de papier. Alors moi, j'en avais fait 20 exemplaires hier, il en reste un ou deux. Voilà, c'est parfait comme ça. Et donc, à chaque fois, on a essayé de reprendre soit les mêmes arguments que le conseil départemental, soit des arguments qui n'avaient pas du tout été invoqués. Alors, par exemple, là, on a exactement la même liste dans le guide du département, où, effectivement, le département dit on peut élaguer n'importe où, n'importe quand, toute l'année. Bon. Or, effectivement, c'est pas vrai, parce qu'en particulier, si on veut protéger un certain nombre d'espèces, et il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui sont protégées dans la liste des oiseaux, et il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans les arbres feuillus, qui constituent la plupart des victimes, enfin, ou des futures victimes de cette opération. Donc, on n'a pas le droit de démolir l'endroit où ces animaux protégés vivent. Donc, en particulier, ça veut dire que jusqu'au mois de mai, on n'a pas le droit de couper un arbre ni de l'élaguer de façon très forte. Sauf que dans la réalité, c'est pas ça qui arrive. Non, mais c'est le droit.
Nous, on est là pour rappeler le droit, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Après, il y a des problèmes qui sont liés à la physiologie même de l'arbre, c'est que l'arbre est un être vivant. Bon. Si vous élaguez un arbre avant qu'il ait perdu ses feuilles, au moment où l'automne arrive, l'arbre va faire descendre ses réserves dans un certain nombre d'organes qui sont les branches, les racines, etc. Si vous coupez en vert, à la fin, avant l'automne, toutes ces réserves vont être bloquées, elles n'iront pas dans l'arbre. Donc l'arbre va être amputé de ses réserves pour redémarrer, parce qu'il a besoin de ces réserves, on parle toujours des feuillus, pour redémarrer au printemps. Donc si on enlève les réserves, au printemps, il va être obligé de puiser dans d'autres choses, et ça va l'affaiblir. Bon, donc vous voyez des règles qui sont des règles simples. Voilà. Alors après, effectivement, les travaux d'élagage, si ils sont de nature à modifier fortement l'allure d'un arbre, et que cet arbre est concerné par une protection de sites classés, de sites inscrits, d'abord de monuments historiques, etc., il faut faire une déclaration de travaux à l'administration qui va vous dire oui ou non. Et certains, pour ne pas interpréter ce texte correctement, ne parlent que d'abattage. Mais le texte dit bien modifier l'aspect d'un site. Donc, si vous arasez complètement un aliment ou des arbres, vous modifiez profondément l'aspect d'un site. Donc, ce ne sont pas des travaux d'intérêt, des travaux courants. Si c'est des travaux courants, si par exemple vous avez un monument historique, vous repeignez les fenêtres dans la même couleur, c'est des travaux courants, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Si vous changez totalement la couleur du bâtiment, vous êtes obligé de demander l'autorisation. Vous voyez un peu la logique de la chose. Eh bien, l'élagage, bien que quelquefois, et dans de nombreuses circonstances, l'administration, dans sa méconnaissance de l'arbre, considère que le travail d'élagage est un travail d'entretien courant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les travaux d'élagage peuvent être considérés comme de l'entretien courant que si c'est de l'élagage raisonnable, raisonné, et en général, une principale caractéristique de l'élagage raisonnable, raisonné, c'est que l'élagueur passe, vous revenez une semaine après, vous dites, mais bon, il n'a rien fait. Ça ne se voit pas. Bon. Donc, par contre, en général, les élus, ils aiment bien qu'on voit qu'il y ait du bois par terre. On voit où va l'argent. C'est-à-dire qu'un élu, j'ai discuté l'autre jour avec le maire de Rosé des Gletons, qui avait été confronté à ce problème-là, il avait payé un élagage, il était venu, mais il dit, putain, il n'est pas venu. Et bien s'il était venu, et quand on regarde de près, on voit des petits groupes, des petits trucs comme ça. Et on a expliqué au maire, les gens ont expliqué au maire qui a très bien compris, qu'effectivement, ça va être un travail bien fait, et que ce n'est pas un travail de guinafier. Voilà, globalement, c'est ça. Alors après, il y a d'autres choses. Effectivement, il y a le code de l'urbanisme qui protège les arbres. Mais encore une fois, ce n'est pas une protection absolue. Ça veut dire qu'il faut faire une démarche de déclaration préalable auprès d'une administration qui va vous dire oui ou non, qui normalement, si elle fait son travail, doit vous donner des conseils. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, entre ce qui est prévu, ce qui est normalement prévu, puis ce qui se fait, c'est compliqué. J'ai une question. J'ai toujours posé la question. Comment ça se fait qu'au niveau du platane, au mois de juin, à peu près vers le mois de juin, en plein débourrement, en plein bourgeonnement, ben, on taille. Ah mais on peut tailler en verre. Tailler en verre en pleine saison. Non, mais tailler en verre en pleine saison, c'est beaucoup moins traumatisant que tailler juste avant l'automne. Parce que l'arbre n'est pas dans le même état physiologique et il peut aussi. D'abord, quand on taille en verre, il va cicatriser carrément instantanément. Pas instantanément, mais je veux dire, il est en pleine croissance, etc. Donc ça va être, si on fait des petites plaies, ça va être. Quelquefois, on a l'avantage à tailler en verre. Il faut se méfier aussi des idées reçues par rapport à certains. Mais ce n'est pas forcément la même règle selon les essences. Le platane, il supporte. Le conseil départemental fonde sa demande en disant les arbres au bord des routes nous coûtent plus cher, enfin, occasionnent un surcoût
pour l'entretien des routes. Ça, c'est un raisonnement qu'on peut entendre. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune étude. Il n'y a aucun document technique qui pourrait dire, ben voilà, on a constaté que telle route, il y a une portion où il y a des arbres, elle dure 5% moins de temps que la portion où il n'y a pas d'arbres. Personne n'a ces données. C'est du pifomètre. C'est du pifomètre. Après, effectivement, quand on regarde à quoi servent les arbres au bord des routes, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup d'arguments en faveur de l'arbre. En particulier, si vous voyez cette planche ici, l'arbre est entre ça et ça, en termes de guidage, ce qu'on appelle le guidage optique ou guidage visuel du conducteur sur les routes avec des virages, etc., surtout dans des endroits où vous êtes toujours en ligne droite, tout d'un coup vous avez un virage, et bien, cette configuration-là, vous voulez, avertit le conducteur qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vous avez aussi d'autres, on pourrait éventuellement avoir cette figure avec des arbres qui viennent de là, et ça veut dire que la route, ça annonce un croisement de la route principale qui n'a pas d'arbres avec une route secondaire qui est bordée d'arbres. Ça, c'est une figure très classique. Et vous avez aussi des arbres qui annoncent les entrées des villages, etc. Donc, l'arbre, en tant que comment dire, facteur de sécurité routière, en dehors des problèmes de collision, c'est un facteur positif. Donc, on ne vienne pas nous raconter que c'est un facteur d'insécurité. Suivante. Alors, toujours il y a des appréciations qui sont quelquefois difficiles à avoir. L'arbre, finalement, est dans beaucoup d'autres corésiennes. C'est flagrant. Vous regarderez, à partir du moment où vous avez expliqué tout ça, vous regarderez après autour de vous comment ça se passe. Vous avez beaucoup de routes qui sont dans cette configuration-là. Donc la route des Blais-Rolais, c'est-à-dire qu'on a taillé la montagne, on a fait le plat, et puis là ça descend directement sur la vallée de la Corrèze. Hein. C'est la sortie du village de Corrèze. Donc, situation classique, on a laissé pousser ou planter des arbres en haut du talus, de façon à tenir la route. L'arbre tient physiquement la route. C'est un ouvrage d'art naturel, ce qu'on appelle un soutènement vert, qui ne coûte rien. Mais par contre, ça c'est avant, après. Pour une raison ou une autre, les arbres soit sont morts, soit ont été coupés. Qu'est-ce qui se passe? La souche pourrie, sous un gros chêne, vous avez 3 ou 4 mètres cubes de racines. Les racines, elles sont aussi sous la route. Donc, vous avez 3 ou 4 mètres cubes de terrain qui étaient avant consolidés par les racines vivantes et qui devient mou parce que les racines sont pourries. Donc, c'est quelque chose de tout à fait flagrant dans la technique routière même. Si vous voulez, si on trouve tellement d'arbres plantés au bord des routes, c'est bien que ces arbres sont utiles. Et qu'ils ont été considérés pendant très longtemps par les ingénieurs des ponts et chaussées qui avaient une formation sur les arbres, qui savaient comment planter un arbre, qui savaient comment le faire pousser, qui savaient comment l'élaguer, comment l'entretenir, que, effectivement, les jeunes ingénieurs qu'on a maintenant n'ont plus du tout. Et eux, ils ont été formés, au contraire, dans la doctrine de l'éradication de l'arbre, qui est pour eux un facteur négatif pour la route. Mais ce n'est pas vrai. Alors, il y a aussi, effectivement, un aspect extrêmement intéressant dans les arbres, en particulier en Corrèze, c'est l'aspect patrimonial. Et il y a un arbre, alors on a parlé des hêtres, bon, tout le monde voit bien les hêtres de Corrèze, surtout en Haute-Corrèze, mais il y a un aspect, une autre essence, qui à mon avis a une valeur patrimoniale aussi forte que le hêtre, parce qu'elle est liée à l'histoire de la Corrèze, c'est-à-dire c'est le châtaignier. Et si les gens remontent à plusieurs générations dans leur famille, des châtaigniers comme ça, parce que le châtaignier vit très vieux, eh bien, ils ont joué un rôle historique extrêmement important pour simplement donner à bouffer aux paysans à certaines époques qui n'avaient que les châtaignes. Et donc, les châtaigniers sont sous 2 formes en Corrèze, soit des vergers classiques, c'est-à-dire que vous avez une parcelle, vous avez des châtaigniers tous les 12 mètres, ça fait un ensemble, mais il y a énormément de vergers linéaires, c'est-à-dire que vous avez des vergers qui sont le long des chaussées. Alors,
on combinait l'aspect alimentaire, l'aspect collectif, parce que comme c'était une voirie collective, c'était pas le bien du gars qui avait la parcelle. C'était une espèce comme la veine pâture, c'était une espèce d'usage collectif du châtaignier. Bon, le châtaignier, il fait comme les autres arbres, il fixe les talus, il marque les limites. C'était vachement important de marquer les limites aussi, parce qu'il y avait aussi une tendance des paysans qui avaient des parcelles au bord de la route, d'essayer de gagner sur la route. Oui, essayer de labourer un peu la route tous les ans pour en avoir un peu plus. Donc, les arbres ont été plantés soit directement par les propriétaires, soit on a encouragé les propriétaires à planter pour qu'on ait une limite franche. Alors, soit c'est des hêtres, et effectivement, il n'y a pas d'aspect alimentaire, soit c'était des châtaigniers, et on combinait l'ensemble de... Donc, c'est pour ça que ces arbres-là, si vous voulez, ils ont une valeur à la fois patrimoniale, sentimentale, historique, etc. Donc, on est franchement dans ce que Georges disait tout à l'heure, et en plus, quand ils vieillissent, ça devient des espèces de monuments. Alors, aussi, un intérêt de l'arbre, c'est l'intérêt écologique. Hein. Parce qu'il faut bien voir qu'en Corrèze, bon, je parle de la Corrèze, parce que c'est un département, mais c'est vrai pour d'autres départements, la plupart des arbres qui sont concernés par ces travaux d'élagage, c'est des arbres feuillus. Alors, le hêtre, le chêne, le châtaignier, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Du frêne, un peu par-ci par-là, etc. Bon. Ces arbres font partie d'un concept qui a été développé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle la trame verte et bleue. Alors, bleu, c'est les rivières, etc. Trame verte, le bocage, le long des rivières, mais aussi le long des voies de communication, entre les parcelles, etc. Et cette trame verte, elle est considérée comme très importante parce qu'elle assure des continuités écologiques. Beaucoup d'animaux utilisent cette trame pour se déplacer, etc. Et en plus, elle est constituée, bien entendu, en majorité par les arbres feuillus, des arbres qui peuvent être vieux, donc, comme disait Georges tout à l'heure, des arbres qui ont une valeur écologique extrêmement importante, en termes de vieilles arbres, cavités, chauves-souris, oiseaux, insectes, etc. Donc, souvent des espèces protégées, dont l'habitat est protégé, donc l'arbre avec le trou, il est protégé, théoriquement. Aussi, une lisière comme ça, par exemple, vous prenez ça et vous imaginez que derrière, au lieu d'avoir un pré, vous avez 50 hectares de Douglas. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les 50 hectares de Douglas? Rien. En termes de biodiversité, il n'y a rien. Et dans ces cas-là, la biodiversité, elle est dans les lisières feuillues. Donc, ce qui s'est passé suite aux élagages, aux premières injonctions d'élagage où les gens ont coupé, et la lisière feuillue n'est plus là. Et en sachant aussi, et Jean-Maurice me contredira pas, que dans ces cas-là, souvent la lisière feuillue, c'est le premier rang devant les Douglas, et les Douglas qui sont derrière, ils sont protégés. Et si vous êtes par exemple sur des jeunes Douglas, 15-20 ans, qui sont des grandes perches toutes bêtes, vous enlevez les feuillus qui sont des vieux arbres bien enracinés devant, qu'est-ce qui va se passer au premier coup de vent? Chapitre. Donc, vous voyez, des choses qui sont très liées, à la fois la biodiversité, la foresterie, tout ça, c'est très important. Suivant. Alors, quelles sont les règles absolues qui doivent régler la relation entre le propriétaire riverain et l'autorité publique, c'est-à-dire soit le maire, soit en dehors des agglomérations, pour les routes départementales, le président du conseil départemental. Ce sont des élus qui sont soumis à un code qui s'appelle le Code général des collectivités territoriales. C'est un texte extrêmement équilibré qui a été écrit pour fixer ce qu'on appelle les pouvoirs de police du maire. Donc, ils sont transférés, bien entendu, au président du conseil départemental en dehors des agglomérations. C'est un texte qui dit le maire, il est garant disons, du bon ordre de sa commune, il est garant de la santé de ses habitants, il est garant de la sûreté des gens qui l'ont élu, hein, c'est ça. Et en plus, ça doit se faire en termes ça doit prendre une certaine modération. Hein. Quand on élit un maire, on n'élit pas un dictateur.
Donc, il est soumis aussi à des règles de, comment on va appeler ça, d'exercice raisonnable du pouvoir. Et donc, il y a un aspect qui a été bien décrit dans le cadre de ce Code général des collectivités territoriales, c'est le rapport, toujours conflictuel peut-être, ou porteur de conflit, du riverain qui a un arbre qui dépasse. Alors, soit l'arbre dépasse bêtement, c'est-à-dire que on se trouve dans une configuration comme ça, où là, vous voyez, c'est des camions qui élaguent. Donc ça veut dire qu'effectivement, le propriétaire n'a pas fait son boulot, ou là, vous avez des arbres comme ça, qui vont produire énormément de bois mort, et dont le propriétaire devrait s'occuper. Et donc, il y a deux concepts qui sont liés à ça, ce qu'on appelle la commodité de passage. Donc, ne pas empêcher le passage. Alors, ce n'est pas la même règle pour une route que pour un trottoir. Un trottoir, personne n'a besoin de 4 mètres de dégagement. Vous pouvez... Mais il faut qu'en sortant de chez vous, quand vous marchez sur un trottoir, vous ne preniez pas des branches dans le front. Il ne faut pas que vous soyez obligé de descendre du trottoir pour contourner l'arbre du voisin qui dépasse. Commodité de passage. Oui, une remarque, Louis, sur la photo, là. Oui. Les arbres, il faudrait regarder où se trouve la limite de propriété. Ah non, mais ça... Parce que là, il peut y avoir certains arbres. Non, non, mais là, c'est des arbres... là, on ne parle pas de ça, mais c'est un autre problème. Voilà. C'est juste pour montrer ce que c'est qu'un arbre qui peut poser problème au niveau sécuritaire. Donc, il faut que le propriétaire... Alors, ce n'est pas inscrit dans la loi comme ça. C'est pas... Il est dit, le propriétaire doit assurer la communauté de passage. La loi, elle dit, l'élu peut demander au propriétaire que son arbre ne gêne pas la communauté de passage. Donc, ça veut dire qu'à posteriori, enfin, si on reprend le raisonnement inverse, ça veut dire que le propriétaire, il doit quand même s'assurer que ça ne gêne pas la communauté de passage avant d'être sollicité par son élu. Et la même chose pour la sûreté. Donc, il y a deux concepts, communauté de passage, sûreté. Et en plus, ça doit être appliqué de façon raisonnable et ça doit être appliqué de façon contradictoire. Parce qu'il y a des petites lois qui sont là, les juristes sont là, font leur boulot. Et il y a une loi qui est, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui garantit aux citoyens, c'est un truc qui date de 2000, hein, c'est pas très vieux, qui garantit aux citoyens, quand il y a une demande d'une autorité, le citoyen a le droit au débat contradictoire. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un arbre, par exemple celui-là, il y a quelqu'un qui est propriétaire de l'arbre, si l'arbre il est vraiment dans la parcelle, il y a un propriétaire. Le département lui dit, écoutez monsieur, vraiment là, et vous avez le droit de contester. Vous avez le droit de dire, mais les camions ils passent. Alors bon là c'est un exemple un peu caricatural. Mais vous voyez, à chaque fois, et même on peut aller sur des arbres importants auxquels par exemple les propriétaires peuvent tenir, le propriétaire peut effectivement aller chercher un expert qui va apporter la contradiction technique à l'élu qui va lui dire attention là c'est... Donc on a l'obligation, le débat est contradictoire. Donc ça c'est vachement important parce que si vous voulez, pour l'instant, dans le cadre de l'opération département de la Corrèze, c'est un aspect qui est totalement évacué. Alors voilà, c'est ce que je disais. Alors, vous voyez, ça c'est une situation relativement classique. On voit sur beaucoup d'autres de Corrèze. Là, vous avez des gros arbres et des petits arbres. Là, j'ai mis exprès à l'échelle un grumier. C'est le plus gros camion qui circule sur la route de Corrèze. Et il est même souvent hors gabarit. C'est-à-dire que le gabarit maximum pour circuler sur les routes départementales, par exemple quand il y a des ouvrages d'art, c'est 4,30 m. Si vous arrivez avec un gros camion, si vous faites 4,50 m et que le pont est à 4,30 m, ben vous faites un détour ou vous restez coincé dessous. Donc c'est 4,30 m. Les barils de... Bon, logiquement, moi je me suis mis dans une situation corrézienne, de petite route corrézienne, avec le grumier de base, qui lui est en général chargé à 4,50 m. Les ridelles font 4,50 m, et puis moi je les ai interrogés de leur propre aveu, les transporteurs, ils disent non, on en a 4,50 m, etc. Parce qu'ils savent que sur l'itinéraire qu'ils vont employer, il n'y a pas de, utiliser, il n'y a pas de pont.
Donc, voilà, j'ai mis plusieurs cotes, 4,50 m, 6 mètres, 9 mètres. 9 mètres, c'est ce que demande le département. Il demande 9 mètres. Donc, est-ce qu'on peut considérer que quand un camion de 4,50 m peut passer, là il suffit en fait d'enlever ça, hein. Quand un camion de 4,50 m peut passer partout, quelle est la raison de demander 9 mètres? Ce n'est pas une demande raisonnable. Donc on se trouve, si vous voulez, en contradiction avec l'esprit de la loi du Code général des collectivités territoriales, qui demande une action raisonnée, etc. La demande de 9 mètres est quelque chose qui n'est absolument pas raisonnable. Et Coste présente ça, M. Coste, présente ça comme une avancée vers nous, parce qu'au départ c'était 12 mètres. C'était 12 mètres. Donc maintenant il est à 9 mètres. Regardez, j'ai fait un effort social, je passe à 9 mètres. Mais si on s'adapte aux circonstances, et en plus c'est quelle que soit la route, et bien entendu on ne peut pas avoir les mêmes critères pour assurer la commodité de passage et la sûreté. Si c'est une petite route où il passe, je ne sais pas, en disant 200 véhicules jour, dont 3 poids lourds, et si vous êtes sur la route d'Argentat, la route de Beaulieu, toutes les grandes routes corréziennes, qui de belle lurette, on passe partout, hein, personne ne se cogne. Bon, il y a quelques endroits où on est un peu dans la configuration de l'arbre qui dépasse un peu. Moi j'en ai vu, par exemple sur l'ancienne 89, des endroits où je dis, bon, ça ressemble à un élagage par camion, parce que c'est coupé comme ça. Bon. Mais ça veut dire que sur un itinéraire comme la 89, je ne sais pas, moi, sur 50 km, vous avez peut-être 10 cas sur lesquels on peut discuter. Le reste, il n'y a strictement aucun problème. Et donc, déjà moduler la demande en fonction de la petite route, grosse route, moyenne route. Et en plus, ça peut, puisque le département a demandé aux communes de faire la même chose. Donc vous voyez la taille des voies communales qui sont très petites. Donc, quel est l'intérêt de délaguer à 9 mètres? Il n'y a strictement aucun intérêt à délaguer à 9 mètres. Bon. Donc voilà, le résultat, voilà. Résultat demandé, vous voyez. Alors qu'en fait, dans ce cas-là, vous voyez où sont les 6 mètres, hein, il suffit d'enlever ça. Donc ça, c'est nous, notre théorie, c'est que l'élagage systématique à 9 mètres, il est bien supérieur à tout ce qui est nécessaire. Dans leurs arguments, ils parlaient du passage de la fibre, là. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors là, voilà. Ouais. Voilà la fibre. Oui. Voilà la fibre. Alors, qu'on soit très clair par rapport à la fibre. Pourquoi la fibre est arrivée là-dedans? Et comment tout a pris en gelée par rapport à ce problème-là? Alors, il faut revenir un peu en arrière. Dans les services départementaux, vous avez les gens qui s'occupent des routes. Et les gens qui s'occupent des routes, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des ingénieurs des ponts et chaussées, etc. Et depuis des dizaines d'années, ces gens-là ne sont plus formés à la gestion des arbres. Et ils sont même intellectuellement dans le sens où l'arbre est l'ennemi. Mais ça ne repose sur rien, ça ne repose sur rien de rationnel. C'est une forme de pensée. C'est du vivant, c'est chiant, ça pousse tout le temps, etc. Non, bon. On a les mêmes dans le Puy-de-Dôme. Hein, un peu comme le remembrement dans les années 60. Exactement, c'est pareil. Donc, si vous voulez, maintenant, bien sûr, ils n'ont pas pris conscience que l'arbre commençait à prendre une autre dimension. Donc, sous l'Ancien Régime, enfin, quand je dis l'Ancien Régime, les exécutifs précédents, qui n'étaient pas du même bord politique que M. Coste, les ingénieurs routiers avaient commencé à faire le forcing auprès des élus, au prétexte, toujours, entretien, machin, donc, mais qui repose sur rien, sur du pifomètre. Donc, ils ont fait pression. Donc, les élus avaient dit oui, on va se lancer dans on va vous donner raison. Mais ils étaient partis plutôt sur un petit programme fait directement par le département et, je ne sais pas, 50 km par an. Mais c'était petit sur de très nombreuses années, etc. Ça a déjà, à cette époque-là,
eu un retentissement chez un certain nombre de personnes, et le collectif d'Erling s'est constitué à cette époque-là, pétition, machin, etc. Donc les élus, voyant que, oulala, il y avait plus de désavantages politiques à suivre leurs ingénieurs et avec des réactions qui s'entenaient. Vous savez, les élus, ils ont des antennes. Hein. Quand ça commence à avoir des trucs négatifs, les élus raisonnables disent oula, bon. Manque de peau, ils ne sont pas réélus. Arrive, effectivement, M. Kosk, avec un programme raisonnable. Hein. Il n'a jamais écrit, moi j'ai regardé son programme, hein. Il n'a jamais écrit nulle part, je vais ravager la Corrèze. Il n'a pas été élu pour ça. Par contre, il a dit, on va moderniser, machin, etc. Donc, est arrivé là-dessus le programme très haut débit en Limousin, qui est porté par un syndicat régional qui s'appelle Dorsal, qui est maître d'œuvre, maître d'ouvrage du déploiement de la fibre. Et ce syndicat Dorsal va travailler avec des entreprises, il travaille main dans la main avec Orange, qui est effectivement l'opérateur historique, et avec des industriels qui vont construire le réseau. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de conjonction entre les ingénieurs qui étaient les mêmes, hein, ils n'ont pas changé avec l'exécutif, et qui ont entendu parler de la fibre, et donc des problèmes d'élagage, et alors, c'est devenu un programme. C'est l'argument majeur. Voilà. Donc, en sachant que quand on remouline dans l'autre sens, le département n'est pas comment dire, à la manœuvre dans la fibre. C'est Dorsal. Et le code, parce que c'est tout régi par des codes en France, hein, et ce déploiement de fibre, comme le déploiement des fils téléphoniques, sont régis par le code, le nouveau code des postes et des télécommunications électroniques. Et ce code, qui est récent, est passé par la moulinette de ce qu'on appelle, alors c'est un terme qui me fait hurler, il a été grenélisé. Donc ça veut dire qu'il y a des articles à l'intérieur du code des postes et des télécommunications électroniques qui sont favorables à l'environnement, qui sont favorables à tout un tas de choses. C'est écrit noir sur blanc. Donc ça veut dire que Dorsal, Orange sont liés par ce code, le département n'a pas à s'en occuper, et c'est eux qui vont manager, qui vont aller voir un par un les propriétaires en leur disant, voilà, vous dégagez. Et là, vous voyez ce qui est marqué, 2 mètres. C'est une fable. Ce qui va être demandé, c'est 1 mètre autour des fibres. Oui. Alors, une information, moi j'ai eu le cas avec Orange. Quand ils m'ont dit la fibre, le technicien d'Orange m'a dit effectivement 1 mètre. Donc j'ai élagué un peu plus d'1 mètre autour du fil. La seule chose, c'est qu'ils ont depuis mis la fibre avec un bras qui fait 50 non, mais après, il faut savoir à quel côté passe. Et ils mettent aujourd'hui des poteaux en fibre, et notamment sur 500 mètres, je pense que j'ai vu 5 poteaux en matières différentes. Ça va être en plus, ça va être n'importe quoi en termes de design et de paysage. Au niveau, en plus de tout élaguer, on a des poteaux galvanisés, des poteaux blancs, des poteaux marrons, des poteaux en bois neuf. Ça, on n'en tient pas compte. C'est aussi une agression. Donc en plus, j'ai élagué, mais maintenant il faudrait que je revienne élaguer, parce que j'ai fait un élagage en fonction des fils qui passaient du fil le plus haut. Et ils ont remonté d'1 mètre. Et là, tu l'as dans le baba. Non mais moi j'ai un courrier et j'ai fait tout par écrit au niveau des télécoms. Mais évidemment aujourd'hui... voilà. Oui. Alors si vous voulez, il y a effectivement quelque part une jonction entre les élus et ce système de distribution du téléphone ou de la fibre, dans la mesure où c'est l'installateur qui va négocier directement avec chacun des propriétaires. Mais il va tomber sur des mauvais coucheurs ou des gens qui ne sont pas là. Voilà. Donc, à ce moment-là, il passe le relais au maire ou au président du conseil départemental. Il passe le relais à l'élu qui, lui, va sortir son pouvoir de police et éventuellement sortir la mise en demeure parce que, effectivement, il y a soit une mauvaise volonté évidente, soit... Mais ça se fait dans un processus totalement normalisé. Ce n'est pas un truc qui est fait pour faire peur aux gens, c'est simplement pour qu'on puisse avancer dans les travaux. Bon.
C'est pareil que si vous avez une maison qui menace ruine et que vous ne répondez jamais aux lettres recommandées, l'élu, le maire, a les pouvoirs de faire démolir votre baraque. Mais après avoir reçu je ne sais pas combien de papiers, etc. Mais c'est normal, parce que je veux dire, soit il barre la rue, soit il fait ses sectes périls. Donc c'est ce qu'on appelle des arrêtés, pour les constructions, ça s'appelle des arrêtés de péril. Et c'est le même genre pour les arbres. Voilà, donc ça, on peut... Alors vous voyez, si, attends, reviens en arrière, parce que là, je vais vous donner le numéro de la loi. Alors, c'est la loi 2321, qui garantit le débat contradictoire des particuliers vis-à-vis des demandes des élus. Alors en matière d'arbres et en matière d'autres choses, hein, vous avez le droit au débat contradictoire. Et ça, c'est une réponse. Je cite la source. Vous savez, il y a des parlementaires qui sont saisis par leurs électeurs et qui posent des questions au gouvernement en séance du Parlement. Alors c'est soit du Sénat, soit de la Chambre des députés. Et donc, le gouvernement répond. Et là, on a une réponse du ministère de l'Intérieur qui est garant de ce genre de choses. Donc, on a des choses qui sont parfaitement inscrites dans le texte. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a même vous voyez, ça s'est passé, il y a des choses... voilà, ça date de 2014. C'est une question... réponse du ministère de voilà, du 16 septembre 2014. Donc c'est récent, donc on a une réponse récente, on a un texte qui est actuel. Ensuite, mais vous voyez, le travail qu'on fait, en fait, il peut aller très loin. Il peut aller très loin, à la fois sur les problèmes de technique arboricole, et voilà. Alors, nous, quand on s'est penché sur le problème de qu'est-ce que veut le département, donc, le département, il a deux discours. Il a le discours que vous avez sans doute reçu chez vous, qui s'appelle le guide de l'élagage, avec le courrier du mois de juillet qui vous dit vous avez des arbres, il faut les élaguer avec le guide. Alors soit vous choisissez la ZAFAC, soit vous le faites vous-même, soit etc. Et par contre, il y a un document que vous n'avez pas, qui figure dans le cahier des charges pour les marchés publics, parce que ces travaux d'élagage vont être confiés à 5 entreprises qui ont été consultées au mois de juin. Et avec un processus un peu compliqué, on les sélectionne au mois de juin, et après, sans doute au mois de septembre, on leur a confié un marché définitif sur un certain nombre de tronçons, de secteurs, parce que c'est divisé en secteurs, parce que personne ne peut tout faire en même temps. Et donc ces gens-là, ils se sont prononcés, ils ont donné des prix sur ce qu'on appelle un cahier des charges techniques de marché, et ce cahier des charges techniques, il y a des annexes avec des croquis. Et qu'est-ce qu'on voit dans les croquis qui sont dans les annexes? On voit ce croquis-là, vous voyez, qui ne ressemble pas beaucoup à ce que vous avez sur votre guide, donc qui montre, ça reprend en fait le croquis du premier courrier, avec la mise en forme du 9 mètres, du 2 mètres autour des fils, etc. Bon. Mais ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est pas du tout réaliste en plus comme croquis. Et les gens l'ont interprété, et ça a donné ça. Parce que si on vous dit vous coupez tout ce qui dépasse à 9 mètres, si votre arbre il fait 1,50 m, ben, vous avez répondu au croquis, et donc le croquis est totalement stupide. Et alors après, vous avez des choses qui sont ces petits croquis-là, et qui correspondent à des cas de figure bien particuliers, ce qu'on appelle des lisières. Alors, ce n'est pas justement ni des arbres d'alignement, ni des arbres isolés, c'est des rideaux d'arbres. Alors, moi, c'est pour ça que, si vous avez regardé le reportage hier soir sur l'affaire 3, j'ai emmené les journalistes voir une section de la route d'Argentat, où effectivement vous avez des lisières comme ça. Vous avez des kilomètres avec des... Alors vous avez l'accotement, etc. Souvent, ça ne dépasse pas l'accotement. Vous avez des arbres qui poussent gentiment, qui sont des petits arbres, hein, c'est des petits arbres jeunes, voilà, qui sont avec une espèce de... Ça dépasse un peu, et ça fait de chaque côté une petite voûte. Finalement, la route est très jolie, si personne ne touche, c'est très bien. Ce qui est demandé, c'est ça. Et ça, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Hein, vous allez quelques kilomètres avant Forgès, il y en a 500 mètres, ils sont élagués comme ça. Et, dommage, c'est à Mémac. À l'entrée de Mémac, dans le virage en bas, il y a 200 mètres d'arbres qui sont élagués comme ça.
c'est n'importe. Je veux dire, ça ressemble à rien. On massacre les lisières. Et en plus, ce qui se passe au niveau technique, c'est que les arbres, quand ils sont élagués comme ça, ils sont élagués beaucoup trop fort. Et ils vont repousser comme des malades. Donc, il va falloir revenir. Parce que ça repousse. Il va falloir revenir, ça repousse. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et en plus, c'est fait à la machine. Hein. Donc, il y a des arbres qui peuvent être coupés complètement en biseau, ça peut être n'importe quoi. Donc, techniquement, c'est complètement délirant. Et donc, voilà ce que ça donne sur les arbres plus grands. Parce que c'était bien fait, mais ça, c'est pas le département qui les a dessinés, c'est Crobart. Ils ont été piqués ça. Moi, je les soupçonne d'avoir piqué ça dans les cahiers des charges du département du Lot, qui est un des départements les plus mauvais en termes d'élagage. Bon, voilà. Donc là, ils ont quand même conservé, vous voyez, mais tout simplement parce que là, ils ont mis 10 mètres. Alors bon, bien sûr, on ne va pas demander aux gens de... Mais avant, c'était 12 mètres. Donc normalement, avant, c'était comme ça. Et même sur les gros arbres... Pourquoi un des plus mauvais, le Lot? Comment? Pourquoi c'est un des plus mauvais, le Lot? Parce que ça fait des années et des années qu'ils font l'élagage systématique directement par les agents de département, que les arbres soient départementaux ou privés, au prétexte de ce que je vous disais tout à l'heure sur la croyance des ingénieurs des routes sur l'arbre, l'ennemi de la route. Et ils ont trouvé l'astuce pour faire passer la pilule, puisqu'ils utilisent tout ce qu'ils coupent pour faire de la plaquette pour mettre dans les chaufferies départementales. Donc ils ont labellisé ce truc-là développement durable. Mais développement durable d'un côté énergétique, mais du côté paysager et du côté biodiversité, ils ne sont pas du tout développement durable. Donc voilà, alors même, si vous voulez, ils préconisent la même chose sur les grands arbres. Et ça, quand moi je dis le slogan si vous tenez à vos arbres, ne signez rien, quand vous signez avec la ZAFAC, en fait, vous achetez ça. Vous achetez des kilomètres de lisières qui sont coupés au lamier, donc avec une espèce de scie circulaire qui est portée par un bras, et vos arbres, ils sont restés laissés dans cet état-là. Les petits arbres, bon, on voyait bien ce que ça donne. Les gros arbres, vous avez des chicots, tout un tas de trucs. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut repasser derrière la main, normalement. Et en général, s'ils disent dans ces cas-là, ah ben si le propriétaire veut le faire, il a qu'à le faire lui-même. Donc vous allez payer la ZAFAC. Alors déjà, vous achetez un truc à la ZAFAC, vous ne savez pas ce que vous achetez, vous ne savez pas combien ça coûte. Mais vous achetez ça. C'est ça le truc. Et on vous achetez ça, et ça, on ne vous l'a pas montré. Et on ne connaît pas la responsabilité civile qu'il y a eu entre le propriétaire privé prestataire de service et la ZAFAC. Parce que dans le CCP, on l'a pas. Non. C'est-à-dire que le département a fait un appel d'offres, c'est un peu compliqué, ils ont fait un appel d'offres conjoint pour leurs propres arbres, étant donné qu'ils s'estiment propriétaires, mais enfin c'est les Corréziens qui sont propriétaires, c'est pas le département, c'est les Corréziens. Mais ils ont fait un appel d'offres pour marché public, puissance publique, marché public. Et ils ont greffé la ZAFAC dessus comme maître d'ouvrage secondaire. Donc la ZAFAC va hériter des mêmes entreprises, puisque la ZAFAC n'avait pas forcément les moyens de monter le marché. Donc le département a dit, on va vous sélectionner des entreprises et vous allez pouvoir utiliser ces entreprises, mais personne ne sait combien ça coûte. Et le suivant. Alors voilà, vous voyez, quand on regarde la réalité, ça c'est des arbres départementaux qui ont été élagués cet hiver par les agents du département, qui étaient dûment formatés en disant voilà, tu fais ça, tu montes le plus haut possible, etc. Là, ils étaient encore sur la théorie des 12 mètres. Donc, ça, c'est les hêtres de Roche-de-Vic, sur la route de Beaulieu. Donc, des hêtres, comme beaucoup de hêtres des routes corréziennes, ils ont tous été plantés à peu près en même temps. Des hêtres du XXe siècle. Beau développement, etc. Bon, je n'ai jamais dit qu'ils n'ont jamais été élagués. Ils ont été élagués, parce que les camions passent dessous. C'est qu'un hêtre, si vous le plantez, et si vous ne l'élaguez pas, pour faire monter la couronne, il va déborder sur la route à 1,50 m. Bon. Donc ça, ces arbres ont déjà été travaillés. Et là, vous voyez, quand vous voyez ces trois-là, par exemple, vous tracez un trait, et c'est taillé à l'aplomb. Il n'y a plus rien qui dépasse. Et en plus, avec des plaies, des cicatrices de coupe qui dépassent
les règles professionnelles, puisque il y a des règles qu'on interprète différemment. Le hêtre, on considère que c'est un arbre qui se défend assez bien contre, justement, il y a une façon de cicatriser et une façon à l'intérieur, quand on coupe, il y a une réaction qui se produit dans le bois qui imprègne le bois autour de la coupe de substances un peu comme du carbonyle ou du xéophène, enfin c'est naturel, c'est du tanin, c'est des trucs comme ça qui empêchent le champignon. Le champignon, il va rentrer juste à l'endroit où il y a la coupe, mais il ne va pas pouvoir s'étendre à l'intérieur. Donc l'arme, a priori, est moins... Mais en général, on dit, après, il faut que la plaie puisse se recouvrir. Et pour qu'elle puisse se recouvrir relativement rapidement, alors après, il y a des techniques de coupe, d'inclinaison de coupe, de taille, ça c'est très technique. Mais après, il y a un critère de dimension, et les règles générales disent c'est 10 cm. Pas plus de 10 cm. 15 cm au maximum. Et là, on est sur des coupes qui font 30, 40 cm. Ça ne peut pas marcher. Donc ça va fragiliser l'arbre qui va devenir dangereux. C'est-à-dire que ce qui va se passer, si tu peux revenir à cet endroit-là, donc voyez où ça se situe, hein, ça se situe là. En plus, le houppier est déséquilibré. Donc, le poids, la gravité, elle s'applique aux arbres. Hein. Donc l'arbre, il va avoir tendance à pencher plutôt vers l'arrière, donc il va tirer beaucoup sur cette zone-là. Si cette zone-là devient fragile, et bien au premier coup de vent, crac. C'est simple. On avait des arbres qui étaient équilibrés, avec des branches qui peuvent passer au-dessus de la route à une hauteur qui n'empêche absolument personne de passer dessous. Vous les taillez de n'importe comment, vous intervenez n'importe comment sur ces arbres sans savoir comment ça fonctionne, donc sans aucune compétence. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucune compétence. On leur dit de couper, ils coupent. Hein. C'est pas leur faute. Non, ils ont pas été formés, il n'y a pas de... Et voilà, donc en fait, c'est totalement contre-productif parce que on dit, ah, regardez, on a élagué ces arbres, putain, la route, elle est vachement plus sûre et tout. Non! Dans 5-10 ans, on peut avoir des casses sévères.